Sommes-nous tous cannibales ? Voilà comment commence notre première rencontre avec Monder Kilani. C'est d'ailleurs son titre, l'ouverture de son ouvrage. Le livre, en partant de fragments, d'histoires, de contes et de pensées, va nous inviter à remettre en cause l'idée barbare du cannibale et nous amener à comprendre nos pensées cannibales à nous. Paru en 2018 aux éditions Seuil, l'anthropologue partant des grandes découvertes nous invite à prendre en compte le cannibalisme comme miroir de soi. Et quand vous terminerez cette vidéo, vous vous poserez peut-être cette question même. Suis-je aussi cannibale ? Cannibale, venant de l'espagnol cannibal, de l'arawak caniba, veut dire qui mange la chair humaine, en un sens comme l'anthropophagie, qui, avec anthropo, l'homme ou l'être humain, et phagie, manger. Au-delà du sens premier s'en cache un second. C'est finalement glissé celui de barbare. Nombreuses sont les images qui pour nous occidentaux, et pour d'autres cultures, assimilent acte cannibale et acte barbare, comme si un pont s'était formé entre ces deux mots. On pourrait de suite se tourner vers la peinture de Goya. Dans ce mythe, Saturne a peur de se faire détrôner par l'un de ses fils et les mange un à un. Chez Goya, l'histoire de la création de la peinture nous donne quelques informations. C'est avant de quitter la résidence pour Bordeaux, en 1823, où Goya réalise une série de 14 peintures à l'huile sur les murs de sa maison. À cette époque, Goya, âgé de 73 ans, qui avait survécu à 2 maladies graves, était vraisemblablement plus inquiet de sa propre mort et de plus en plus affligé par l'intensification de la guerre civile espagnole. Bien qu'il ait initialement décoré les pièces de la maison avec des images plus inspirantes, il a progressivement repeint sa maison avec des images sombres et obsédantes, connues aujourd'hui sous le nom de peinture noire, qui n'étaient ni commandées ni destinées au public. Le tableau, au-delà de la mythologie, nous propose une vision d'horreur, celle de manger, d'être mangé, cru, par un être 3 fois plus grand que sa taille. Souvent, et même presque toutes les semaines, j'ai cette sensation où, avant de m'endormir, j'ai l'impression d'être minuscule, et que de ce fait, je pourrais me faire manger par une fourmi, sans parler de menthe religieuse. Cette distorsion d'espace souligne la supposée grandeur impossible de résister qu'on retrouve sur le tableau de Rubens. Idem ici, Saturne dévore l'un de ses enfants. Ici, l'horreur vient aussi du sujet. Le bébé est vivant et on voit sa chair qui s'arrache. Alors manger l'autre, c'est l'annihiler, l'empêcher de prendre sa place. C'est en soi chez Rubens un calcul évident et froid. Le mangeur empêche la vie, presque de l'ordre de l'automatisme. Mais chez Goya, l'ingestion paraît folle et non réfléchie. Le corps semble être celui d'un adolescent. Cronos, lui, sort de la pénombre, les yeux exorbités d'une blancheur impossible. La barbarie des tableaux vient du choix assimilateur de Cronos, le fait de manger ses fils. Dans la mythologie grecque, c'est au sein de la béance, ce vide obscur où rien ne peut être distingué, que surgit Gaïa, la terre, et que de terre faillit Uranus, ou ciel. Cronos, fils d'Uranos et de Gaïa, accepte de châtre son père, réalisant une étape fondamentale dans la naissance du cosmos. Il sépare non seulement le ciel et la terre, mais il transforme également le temps, permettant aux générations de sortir du ventre de leur mère et de se succéder. En agissant ainsi, Cronos a débloqué l'univers, créé l'espace, donné naissance d'un monde différencié, organisé. Mais cet acte positif ne suffira pas à instaurer définitivement l'univers. Zeus, qui a failli être la victime de son père Cronos, saura mobiliser les Chronides ou les Olympiens contre son père et ses oncles les Titans pour instituer une forme de souveraineté plus mesurée, plus équilibrée. Ce passage de l'inorganisé à l'organisé, du désordre à l'ordre, se fait par l'intermédiaire qui, avec un appétit féroce, avalait ses enfants et en faisant sa nourriture, et celui des divinités olympiennes, au privilège d'une nourriture d'immortalité, qui ne s'épuise jamais. Ainsi, le cannibalisme est à la fois le point de départ du monde et son nécessaire dépassement, tâche jamais achevée, en raison de cet enchevêtrement. Le passage de la barbarie à la culture, du primitif tribal à la société civilisée qui impose son régime.
Ce moment de changement entre nomadisme et sédentarisation semble, par la mythologie, se passer par le changement de régime, de l'humain mangeant l'humain, à l'humain qui mange les fruits de la terre qui paraissent inépuisables. Et pour cette question, nous allons nous intéresser à un film en particulier, Cannibal Holocaust, que vous voyez déjà depuis quelque temps des images en fond. Le film se déroule en 2 temps, l'un où l'anthropologue du nom de Monroe va chercher une équipe de journalistes disparus dans la jungle, et l'autre où justement on retrouve les images faites par les journalistes. Le synopsis du film, au-delà de l'aspect gore et horrifique, est simple. Qui sont les vrais cannibales ? Car si le tabou vit chez nous, il n'existe pas sur toute la planète. Ici, nous retrouvons régulièrement des images difficiles à vivre de la part des cannibales en forêt. L'expédition de Monroe, où le groupe assiste de loin à un rituel dans lequel un Indien Yakumo punit sa femme coupable d'adultère, il la viole à l'aide d'un bout de bois oblong, dont il se servira par la suite pour la tuer. Les aventuriers suivent le Yakumo jusqu'à une vaste clairière où sont embusqués par des guerriers. Miguel négocie avec eux la libération de l'otage en contrepartie de l'autorisation de les laisser pénétrer dans leur village, où ils sont accueillis avec des marques de franche hostilité. Une hostilité que nous comprendrons mieux après la découverte des enregistrements. Ce concept de found footage confère une dimension hyper réaliste car nous sommes totalement ouverts par les productions trouvées. Vous avez sans doute une fois dans votre vie regardé des vieilles images de famille où le cadrage n'est pas parfait, les gens ne sont pas des acteurs, etc. Dans Cannibal Holocaust, nous découvrons rapidement que les journalistes arrivés dans la tribu ont commis des atrocités. Ils ont tiré sur des personnes sans défense, brûlé plusieurs familles, violé une membre de la tribu et mis en scène un empalement. En profitant de leur supériorité en armes à feu et de leur pseudo-supériorité culturelle, ils ont causé de grandes exactions. C'est en cela que, parfois, je me trouve dans l'impasse. J'entends souvent des critiques tout aussi barbares que les soi-disant barbares. Une petite pensée pour les fascistes qui critiquent gravement, sans une once de réflexion, sans aucun respect et de volonté de compréhension. Le film me provoque, d'autant plus que, à la fin, l'anthropologue Monroe invite la chaîne de télévision à ne pas diffuser les images terribles d'exactions des Occidentaux sur les prétendus barbares sans culture. Ruggero Deodato, le réalisateur, nous raconte que le film est inspiré de faits réels, car Ruggero indique qu'il a bien vu un documentaire nommé The Last Road to Hell, qui aurait été une vraie histoire chez une tribu cannibale du Nigeria. En vérité, rien ne nous étonne vraiment sur la véracité de cette histoire. Au-delà d'ailleurs de la question vrai-faux, pensons à ce qu'a pu faire Hernán Cortés ou Francisco Pizarro. En parlant d'eux, et pour faire une petite aparté, comment mieux traiter à mal une culture, la coloniser ou l'exterminer sans la baisser à un niveau bas dans l'échelle de la civilisation. En un sens, traiter de cannibale et s'arrêter au cannibale sans décrire la véracité culturelle de manger des morts démontre la qualité européenne de traiter l'autre pendant des années. En un sens, je vous invite déjà à avoir une réelle culture cannibale et dépasser l'idée de nécessité. Car même si nous pouvons être cannibales durant des moments de disette, nous le serons de manière culturelle et civilisée, et non pas de manière barbare. Comme disait d'ailleurs Lévi-Strauss, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est en cela que le film me touche. Les barbares, c'est ceux qui croient aux barbares et qui décident de les exterminer. Partout, sur le passage de Chaka, on ne voyait qu'épaisses colonnes de fumée s'élevant des villes qui livraient aux flammes à seule fin de priver les populations de lieux de refuge. Partout aussi la fumée émanant de leurs champs et des cultures qui ascendaient dans le but de priver de nourriture et de faire périr par la famine ceux qui avaient échappé à la sagaie. C'est dans ces circonstances et poussés à de telles extrémités que les hommes, pressés par la faim, commencèrent à se manger les uns les autres, tout comme on mange la chair d'un animal qu'on a tué. Alors commença la chasse à l'homme, dans le seul but de le manger. La cause première en fut la famine, puis le pli en ayant été pris, le cannibalisme devint une habitude. Cet extrait est tiré du roman Chaka de Thomas Mofolo, paru en langue soto en 1926. Il raconte l'épopée de Chaka, fondateur au début du XIXe siècle de l'Empire Zoulou, installé sur une grande partie de l'Afrique australe.
Le règne de ce roi fut marqué par une grande violence et des disettes permanentes qui menèrent la population au cannibalisme et, chacun, assassiné par ses frères, à sa perte. Ainsi, la faim fut le premier cannibale. Mais si la faim ravagea la région et détruisit jusqu'au dernier lien social, elle n'en fut pas moins rédemptrice. C'est par la faim et le cannibalisme qui s'ensuivit Moshesh, le roi Basotho, contemporain de Shaka, et qui lui survécut plus de 40 ans. Lui, il put consolider son royaume en intégrant les bandes cannibales du Rakotozwan au corps de la nation. Il en fit des éléments de concorde plutôt que discorde. À l'inverse de Shaka, il mit son pouvoir au service du peuple plutôt qu'à celui du prince. Autrement dit, la faim, comme le cannibalisme, œuvrant autant dans le sens de la création que dans celui de la destruction, comme le rapporte cette vieille conception védique selon laquelle Prajapati, le créateur du monde, mangeait tout ce qu'il produisait au point qu'on l'appelait infini. Quand la faim devient chronique, elle s'ajoute, pour reprendre les mots de Herta Müller, à celle qu'on avait déjà. Autrement dit, elle est plus affamée encore. La faim mange littéralement, en commençant par l'intérieur, par les entrailles qu'elle vide. Car selon Aisha Liviana Messina, c'est bien ce que fait la faim. Lorsqu'elle entame sérieusement la paroi d'un estomac, elle le dévore et nous abandonne à l'emprise de ses crocs. Cependant, même dans la pire des situations, la faim n'abandonne pas les recherches de sens. Elle ne s'enferme pas dans le seul horizon de la nécessité. Elle cherche un sens à un monde défait, privé de toute commisération et dont le destin est celui de manger ou d'être mangé. Car la faim ouvre une bouche. Elle parle de l'effondrement de l'humanité et de la culture, dont elle provient pourtant. La faim est la source d'une expérience radicale d'étranglement à soi-même et à l'autre. Elle est d'autant plus redoutable qu'elle ne prouve pas, comme le souligne Nietzsche dans Humain trop humain, qu'il existe un aliment pour la rassasier, mais elle désire cet aliment. C'est quasiment l'expérience mystique que rapporte Shoshio Oka dans son roman Les Feux. Soldat, il a connu les affres de la famine pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île philippine de Mindoro et le fait de revivre au héros son alter ego. Tamura est un ange déchu, un soldat malade abandonné à lui-même dans la jungle par sa division. Son voyage initiatique dans les méandres de la forêt est fait de rencontres mi-échelle, mi-fantasmées, avec les éléments hostiles de la nature et la perfidie des humains qui la parcouraient, tous abandonnés des dieux. Ayant perdu depuis longtemps la capacité de raisonner, ses yeux se mirent un jour à chercher un homme, mais un homme qui ne bougea pas. Un cadavre encore frais, qui aurait conservé sa forme humaine. Il le rencontra sous la forme d'un officier agonisant qui lui offrit de manger son bras gauche amaigri. Dans ce geste et dans la parole qui l'accompagnait, « Quand je serai mort, tu pourras manger ça, tu sais », qui correspond en fait à une invitation à communier. Tamura y vit le même bras tendu du Jésus crucifié qui ornait l'église du village de bord de mer, où il s'était réfugié dans un premier temps. Mais cette invitation à partager, qui l'autorisait à manger la chair humaine et lui permettait de demeurer ainsi vivant, a agi plutôt dans le sens contraire, comme un interdit pour son estomac affamé. L'invitation à lever l'interdit a convoqué à nouveau l'interdit, puisque, tout de suite après l'offrande, de sa main gauche, Tamura a agrippé le poignet de sa main droite, celle qui tenait le sabre. À partir de ce moment-là, ce geste étrange est devenu un réflexe. Dès qu'il avait une envie de consommation, y compris d'animaux et de végétaux dont il s'était nourri jusqu'ici sans réfléchir, mais dont il découvrait qu'ils étaient vivants et qu'il n'avait pas le droit de les manger, sa main gauche le rappelait à l'ordre. Pourtant, il avait entendu dire que l'homme peut manger n'importe quoi, y compris la chair humaine, dont le souvenir de l'histoire du radeau de la Méduse et la rumeur du cannibalisme pratiqué par les soldats japonais mourant de faim en Nouvelle-Guinée lui en avait seulement suggéré la possibilité. La réalité s'est imposée à lui le jour où il comprit que le singe, dont ses compagnons d'infortune vantaient la chair, était en réalité l'homme chassé dans la jungle. La folie qui allait s'emparer de lui, le narrateur nous conte sa mésaventure depuis l'asile psychiatrique où il a été interné dès son retour de la guerre, aura été le prix de la lucidité acquise sur lui et les autres humains. Elle aura été le résultat de la colère. Si les hommes poussés par la faim étaient obligés de se manger entre eux, alors ce monde n'était que la trace de la colère de Dieu, écrit-il à la fin de son récit. En fin de compte, si l'on mange tout, pourquoi pas vraiment tout manger ? Avec les survivants de l'avion uruguayen,
La tragédie de la famine qui a suivi l'accident dans les Andes ne semble pas avoir revêtu la même tonalité mystique que celle qui a touché le soldat japonais. Les questions étaient pourtant les mêmes dans les deux cas. Comment survivre sans manger les cadavres de ses semblables ? Comment justifier le passage à l'acte et l'abomination de la transgression du tabou cannibale ? Au nombre de 30 sur les 47 passagers ayant embarqué à Montevideo à destination de Santiago de Chile, finalement réduits à 17 lors de leur sauvetage 2 mois plus tard, les rescapés se sont organisés pour affronter les premières difficultés. Il s'agissait d'abord d'évacuer les cadavres emprisonnés dans la carlingue de l'avion et d'affronter ensuite le froid et l'angoisse de l'abandon. Très vite, après l'épuisement des quelques denrées récupérées dans l'appareil, les survivants se sont trouvés face à un redoutable dilemme, à savoir que, s'ils voulaient survivre, il fallait manger les corps de leurs amis et parents. Selon leurs témoignages, l'examen du problème a été traité avec une grande lucidité. L'argument, d'abord utilitaire, insistait sur la matérialité du corps. « C'est de la viande », déclara ainsi Canossa, l'un des leaders du groupe. « Ce n'est que de la viande. Les âmes ont quitté leur corps et sont maintenant dans le sein de Dieu. Tout ce qui demeure ici, ce sont des carcasses qui ne sont pas plus des êtres humains que la chair sans vie du bétail que nous mangeons chez nous. » Comme il ne suffisait manifestement pas à lever le tabou, il s'est alors accompagné d'un argument théologique. « C'est comme la Sainte Communion », déclara à son tour le jeune Algorta. « Quand le Christ est mort, il nous a donné son corps afin que nous puissions avoir une vie physique. » En fait, les deux arguments convergeaient pour décider les survivants à passer à l'acte. D'un côté, il leur fallait manger de l'homme pour puiser quelques calories et subsister. De l'autre, il leur fallait manger leurs semblables afin de survivre et témoigner de la grâce de Dieu qui avait voulu qu'ils ne meurent pas. Autrement dit, l'épreuve physique, celle de vivre à tout prix, s'est trouvée renforcée par l'épreuve sacrée, consistant à démentir la mort. Il s'agissait d'obéir à l'injonction divine d'honorer les morts, renouvelant ainsi le pacte christique de la communion et celui de la résurrection. L'Église a choisi de mettre à profit l'esprit d'abnégation et de générosité manifesté par les jeunes croyants pour renforcer son image et souligner l'étendue de sa compassion. En d'autres termes, elle a normalisé la tragédie en accordant son pardon. Le livre de Pierre-Paul Reid, Les survivants, dont l'éditeur américain avait obtenu l'exclusivité contre une somme d'argent relativement élevée, et le film qu'en a fait, en 1993, sous le même titre, Frank Marshall, n'ont pas réussi à restituer le caractère exceptionnel de ce drame. Il laisse le lecteur sur une impression d'ennui et de récit conventionnel, bien que les rescapés aient fait l'éloge des deux œuvres, qui auraient au moins fait vivre la mémoire de leurs camarades disparus. Le naufrage du radeau de la Méduse est une autre histoire de rédemption. Plusieurs dimensions se sont manifestées à travers la tragédie. La lutte des classes, la dissidence politique, l'aventure coloniale, l'abandon, la lâcheté et la corruption des puissants. Le naufrage a également suscité un geste artistique avec le fameux tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, peint à l'automne 1818 et présenté par le peintre au Salon de 1919. Il fut enfin l'occasion de la rédaction de plusieurs mémoires par des survivants, tels celui du chirurgien Jean-Baptiste Henri Savigny et de l'ingénieur géographe Alexandre Coréard. La scène du drame a été dépeinte et l'on peut voir quelques-uns de ses protagonistes et de ses enjeux qui sont posés. Celui-ci s'est déroulé entre le 2 juillet, jour où la frégate La Méduse naviguant vers le Sénégal, colonie fraîchement récupérée par la France, échoua sur les hauts sables de l'Atlantique. Et le 17 juillet 1816, jour de délivrance pour les 15 survivants sur les 147 marins, soldats et officiers ayant pris place sur le radeau de fortune abandonné à son sort par le capitaine du bateau, Hugues Duroy de Chaumaret, un ancien émigré vaniteux et incompétent. Sur le radeau, la vie s'est organisée comme sur la frégate, les officiers sur la plateforme surélevée du radeau et les autres en dessous, les corps en partie submergés par l'eau. La distribution parcimonieuse de vin était également le fait des officiers qui disposaient, avec quelques autres soldats, des seules armes à feu du radeau. Très vite, les affres de la faim et de la soif ont commencé à se manifester. Un jeune homme intéressant, à peine âgé de 16 ou 17 ans, me demandait à chaque instant « Quand mangerons-nous » Il s'était attaché à moi et me suivait partout en me faisant cette question, écrit Savigny. Le 4e jour, la rencontre d'un banc de poissons leur offrit l'occasion de reconstituer un semblant de société pacifiée autour d'un feu, improvisé à partir d'une trace de poudre récupérée, et de la cuisson de la chair animale à laquelle ils joignirent de la viande sacrilège, que la cuisson rendait non seulement plus facilement mangeable, mais plus supportable à l'entendement.
Surtout qu'avant cet épisode, la venducation crue de la viande humaine se faisait de manière solitaire, chacun dans son coin, alors que le vin était, lui, distribué en quantité et à intervalles réguliers, comme le dernier signe d'un semblant d'ordre. La redécouverte du feu et de la cuisson reconstitua pour un moment le lien social délétère, mais pas pour longtemps puisque, les jours suivants, l'animosité et la violence reprirent, comme reprit l'ingestion crue de la viande humaine. Le cru et le cuit auraient ainsi tracé une frontière entre la sauvagerie extrême qui régnait sur le radeau et la concorde exceptionnelle qui s'était manifestée un instant autour de la pêche et du partage de la nourriture qui s'en était suivi. Le cru reprit sa place parallèlement à la recrudescence des massacres et à leur apothéose dans la scène finale d'euthanasie qui jeta par-dessus bord les blessés et les faibles pour ne laisser place qu'aux bien portants. Les survivants de l'avion des Andes avaient été eux aussi concernés par la question du cru et du cuit. Malgré l'injonction de Canessa, étudiant en médecine, qui insistait sur la nécessité de préserver les protéines en ne cuisant pas la chair, et disait « Si vous voulez que la viande vous profite, il faut la manger crue ». Pourtant, tout le monde avait opté pour la cuisson, même si le manque de combustible en limitait les occasions, et que la carlingue de l'avion, chauffée à blanc par le soleil, la remplaçait quelquefois. Un tel choix a agi comme une forme de socialisation de la viande humaine nécessaire à la survie. Activité culturelle par excellence, la cuisine a permis de lever le tabou, de surmonter le dégoût et de créer un semblant de normalité, une routine journalière. « Est-ce qu'on fait de la cuisine aujourd'hui ?» demandait chaque matin à son compère le préposé à la tâche. Pour compléter le tableau, les survivants avaient édicté un certain nombre de règles leur permettant notamment d'éviter l'inceste, ou plus précisément son équivalent cannibale, à savoir manger ses proches parents ou amis, et d'effectuer un choix entre les parties consommables et celles qui ne le seraient pas. Les rapports officiels et les témoignages individuels établis sur le drame de la Méduse témoignent des différentes manières d'avouer l'inacceptable et de raconter l'indicible. Dans leur restitution, Savini et Corréard hésitent entre deux descriptions. La première insiste sur la brutalité de la dévoration. Parmi les malheureux que la mort avait épargnés, les plus affamés se précipitèrent sur les restes inanimés d'un de leurs malheureux frères d'infortune. La seconde privilégie un passage à l'acte plus furtif. Quelques infortunés, tourmentés par une faim extrême et exaltés par l'affreuse position dans laquelle ils se trouvaient, osèrent arracher quelques lambeaux aux cadavres dont était couvert le radeau, et les dévorant à l'instant même. La question était de trouver le juste milieu, épargner au public le détail des scènes effroyables et lui transmettre quand même les souffrances par lesquelles les malheureux naufragés étaient passés, sans oublier le souci de témoigner face à la justice et de satisfaire ainsi la demande de réparation qui l'accompagne. Les attentes étaient donc multiples, sinon contradictoires, et l'écriture du récit ne pouvait que s'en ressentir, d'où son caractère hétérogène. Même un romancier comme Auguste Bailly, qui a écrit en 1929 un récit fictif de la tragédie, et qui de ce fait n'était pas tenu par la servitude de la preuve judiciaire, avait néanmoins tenu à en livrer une version qui réponde à une certaine forme de vraisemblance liée aux attentes de ses lecteurs et apte à emporter leur adhésion. La question était de savoir comment rapporter les racontables, manger son semblable, dans les termes de l'entendement du public de l'époque. À cet effet, Bailly reconstitue sensiblement la scène en situant le passage à l'acte au 6e jour, dans le souci de souligner qu'il n'advint qu'après la faim soit devenue totalement insupportable, pendant la nuit et l'obscurité, pour mieux traduire la force tragique de l'événement et son aspect forcément transgressif, et en attribuant l'initiative à des hommes de couleur, pour sacrifier aux idées reçues de l'époque sur le nègre, sauvage et cannibale. Il dit « 3 nègres. Un de leurs compagnons était mort, accroupi autour du cadavre presque nu, et ils parlaient à voix basse, sans geste, sans que leur visage découvrît leur dessein. Tout à coup, l'un d'eux se pencha, un coutelas à la main. Nous ne comprîmes pas d'abord, mais d'un mouvement brusque, il trancha, de l'épaule au coude, presque toute la chair du bras. Impassible, il le divisa en portions qu'il tendit à ses camarades, et ils les mangèrent, comme des fauves, cette chair rouge et sanglante. Nous les regardions le cœur battant, intervenir. Tout y était, des nègres, un cadavre, un coutelas, un dépeçage en règle, de la chair sanglante et des manières de manger de fauves. Comme l'écrit Michel Agnier, la morale est ainsi sauve, ou presque. Les Blancs étaient demeurés interdits devant un tel spectacle barbare, et leur abnégation était d'autant plus grande qu'ils mouraient eux aussi de faim. Nous regardions,
Mais quel sentiment était plus puissant en nous? L'exécration, la révolte, la honte ou l'envie? La dévorante et muette envie de broyer, nous aussi entre nos dents, cette viande encore chaude, cette viande toute gonflée de beau sang rouge qui coule dans nos veines et qui, pour se nourrir, demande aussi du sang. Le traitement que Géricault a donné de la méduse est d'une toute autre facture. Non seulement il interrogea minutieusement Savigny, Coréard et d'autres rescapés du naufrage, mais il fit plusieurs esquisses de son gigantesque tableau en procédant à des mises en scène de son atelier. Ne désirant pas provoquer la répulsion du spectateur, il choisit de représenter la scène de la délivrance et non celle de la tragédie cannibale. Les corps qu'il peignit ne sont pas décharnés comme dans la réalité, mais musclés et tendus dans un seul mouvement vers le salut, représenté par le navire de secours qui pointe à l'horizon. Son tableau est une allégorie d'une société blessée où la loi du père, celle de la hiérarchie et de l'autorité, est contestée. Les corps portés par une puissante dynamique sont en passe d'échapper à la tyrannie mortifère des représentants de la hiérarchie militaire et de la classe aristocratique. Ces puissants dont on peut penser qu'ils sont les véritables cannibales de la tragédie en soi. Précisons ici que Géricault expérimente à travers ses peintures les nouvelles situations qui ont surgi de l'effondrement de l'ancien monde et du surgissement d'un nouveau monde, encore balbutiant et incertain, fait d'avancées et de recul. La multitude ainsi constituée tourne définitivement le dos au couple du père et du fils que le peintre a fait figurer au premier plan du tableau, comme pour mieux manifester leur abandon par l'histoire. Pour finir, les mouvements érotiques qui se dégagent des corps des rescapés représentent une libération du désir, faisant du radeau non plus une machine désirante, comme l'écrit le conservateur au musée du Louvre, Régis Michel. Si nous-mêmes avons pu générer des réponses culturelles et cultuelles face à nos propres cannibalismes, alors comment répondrons-nous au cannibalisme étendu? Lorsque je m'investis dans cette discussion, je souhaite d'abord vous expliquer l'apanage du mot étendu. Lorsque nous pensons au cannibale, directement des images d'horreur nous surgissent, comme celle de Cannibal Holocaust. Le film italien est sorti en 1980, et finalement, lorsqu'on parle d'étendu, on pense aux références du film. En Italie, dans les années 70, les attentats d'extrême droite et actions de brigades rouges sur fond de corruption politique et économique, sous couvert d'images de napalm au Vietnam, existent. Ruggiero semble avoir succombé à la fascination de la violence brutale, la plus extrême, censée être rédemptrice selon lui. Dans un monde déserté par les dieux, en tentant de pousser jusqu'à ses dernières limites les censures de l'image, le réalisateur de Cannibal Holocaust a adopté le point de vue selon lequel voir et donner voir reviennent à un acte cannibale. À cet effet, il a mobilisé et réactivé des divers poncifs à l'œuvre au sein de l'imaginaire occidental. Celui du bon sauvage suresoïste, vivant en harmonie avec la nature, qui se transforme soudain en une furie exterminatrice. Celui du civilisé qui, confronté à l'adversité, révèle la nature animale qui sommeille en lui. Et si finalement, en traitant de but en blanc les cannibales de barbares, ce qui nous octroierait le droit de piller leur monde, est-ce que ça nous rendrait nous-mêmes barbares? Si dans le film c'est évident, les personnages principaux par leur fan footage nous montrent qu'ils ont violé, volé, tué et brûlé le monde d'une tribu en Amazonie, et finalement se font tuer de la même manière. Mais en allant plus loin, c'est bien l'anthropologue qui invite à ne pas divulguer les images, étant certes horribles à passer, mais bien plus. C'est à elle que nous découvrons la véritable barbarie, de considérer la barbarie chez l'autre comme légitimité d'asservissement, de colonisation et de possession. Prenons comme exemple la controverse de Valladolid. Ce débat politique et religieux qui s'est déroulé en Espagne vers le milieu du XVIe siècle a déterminé les règles permettant de dominer et convertir les Amérindiens du Nouveau Monde. Il réussit également à temporiser la colonisation de l'Amérique par la monarchie espagnole. Organisé par Charles Quint sous le pontificat du pape Jules III, le débat réunit des théologiens, des juristes et des administrateurs du royaume espagnol, afin de traiter et parler de la manière dont devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde, suspendu par lui. Il opposa essentiellement le dominicain Bartolomé de las Casas et le théologien Juan Rines de Sepúlveda, principalement par échange épistolaire. La question était de savoir si les Espagnols pouvaient user de leurs droits de conquête pour coloniser le Nouveau Monde et pour dominer et convertir les indigènes, ici les Amérindiens, par la force, ou si les peuples amérindiens étaient légitimes et que les Espagnols devaient donc se limiter à une colonisation, immigration et conversion pacifique.
La divergence entre Las Casas et Sepúlveda se concentre sur l'utilisation et l'interprétation des critères donnés par Aristote pour identifier un esclave naturel qui ne peut se soumettre que par la force. Chez tous ceux chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. La pratique institutionnelle du sacrifice humain observée dans les civilisations précolombiennes a été utilisée comme justification morale du droit de conquête, au détriment de la diffusion de la morale chrétienne par exemple. Contre cette justification, Las Casas affirme la capacité des indigènes à abandonner leurs coutumes immondes si des moyens adéquats et pacifiques sont utilisés pour les aider à se convertir. Au-delà du débat, vous comprendrez aussi maintenant la facilité dans laquelle un Européen en quête d'argent, d'or notamment, a pu aisément accuser une tribu, une culture, voire une civilisation d'anthropophagie. Car si un territoire est doté de cannibales, quoi de plus simple et aisé à piller par la force ? Traiter de cannibale et donc de l'affilier direct à la barbarie a été, et l'est toujours, un système de légitimisation. Dans notre monde contemporain, il faut que la sentence soit immédiate. Comme dans le film Cannibal Holocaust, il faut punir ce genre d'agissement. Car si nous pouvons aisément comprendre l'intolérable lorsque des personnes comme dans le film se permettent l'horreur, que penser de nos propres cannibalismes ? Dans ces temps de globalisation de l'économie et de ses effets pervers sur une population de plus en plus dense confinée, ne vivrions-nous pas désormais sur une immense île où la surpopulation, le manque de ressources énergétiques et alimentaires nous condamnerait à nous manger les uns les autres ? Quoi de plus troublant que de redécouvrir ici la théorie de Denis Diderot qui explique, dans le supplément au voyage de Bougainville, opuscule dans lequel l'encyclopédiste réfléchit sur la nature psychologique et morale des humains, le cannibalisme par les conditions d'insularité dans lesquelles vivaient les populations qui s'y adonnaient. C'est dans l'édition de 1903 que Malthus intègre l'anthropophagie insulaire comme facteur de contrôle de la population et qu'il considère, en regard de la surabondance de la population, la Terre entière comme une île. Selon lui, une tribu sauvage du continent d'Amérique, entourée de nations ennemies, ou une nation civilisée et populeuse, contenue de toutes parts par d'autres nations qui lui ressemblent, se trouve, à divers égards, dans une situation semblable à celle de ces insulaires. Certains voient, aujourd'hui encore, dans le malthusianisme, la solution au problème des ressources non renouvelables et de la progression continue de la démographie mondiale. Le journaliste Jackie Durand affirme de manière provocatrice « Pour favoriser la décroissance et réduire l'effet de serre, l'autoconsommation peut avoir du bon, il prône plus précisément un autocannibalisme joyeux, qu'il appelle égo-cannibalisme, une forme d'autarcie hédoniste où le viandard bénéficiera d'une nourriture saine et abondante en sa personne. Et si une telle proposition choque, il y a toujours moyen de se retourner contre les nouvelles classes dangereuses que sont les étrangers et les migrants aux yeux de beaucoup. Dans les récents débats européens sur la surpopulation étrangère et la préférence nationale, on a entendu plusieurs propositions visant à limiter la circulation des personnes, taxer les nouveaux entrants, réduire l'accès à l'aide sociale aux étrangers, confiner dans des camps, externaliser les flots de réfugiés politiques, économiques ou climatiques. Pour répondre rationnellement, entre guillemets, à toutes ces questions, comme l'avait fait à son époque Swift au sujet des pauvres d'Irlande, il dit pourquoi, au lieu de discriminer, de confiner ou d'expulser les migrants, trop envahissants, tout le monde me convient, ne pas les manger, après usage bien évidemment. C'est la proposition malicieuse, mais non moins pertinente, que fait le journaliste Gauthier, embrouille dans son texte « Jonathan Swift fait beaucoup plus fort que l'initiative Ecopop », à propos de l'initiative populaire suisse Halte à la surpopulation, lancée en 2014 par les milieux nationalistes sous couvert d'écologie pour demander le contrôle de la croissance de la population dans le pays, en commençant par la population étrangère. Elle a été refusée, bien évidemment, par le peuple. Gauthier embrouille la commente ainsi. La proposition est un peu inattendue, mais au fond géniale. Non discriminatoire, elle ne contrevient nullement aux accords bilatéraux avec l'Union européenne. Et elle permet à l'économie d'y trouver doublement son compte, en conservant une main-d'œuvre toujours disponible et en dynamisant joliment la restauration. Chaque immigré, mis à la casserole, apporterait avec lui les parfums et les saveurs de sa terre natale. Qui s'en plaindrait ? Ça nous changerait de la saucisse au chou et de l'omble chevalier. Si cette solution ne convient pas à la multitude, qu'à cela ne tienne, nous pourrions faire comme les sauvages du Brésil qui jadis mangeaient leurs morts en toute connaissance de cause, dans le cadre de rituels mortuaires sophistiqués. Mais comme nous ne sommes pas des sauvages, tout le monde le sait, nous procéderions à cette opération à notre manière, de façon plus clandestine.
comme dans la fiction cinématographique Soleil Vert du réalisateur américain Richard Fechter, sorti sur les écrans en 1973. Le film décrit, après une catastrophe écologique, New York en 2022, peuplée par une quarantaine de millions d'individus au bord de la famine, entièrement préoccupés par la nourriture de synthèse qui leur est distribuée parcimonieusement, nourriture connue sous le nom de Soleil Vert, une combinaison de soja et de lentilles. Parallèlement, les vieillards sont encouragés à se faire euthanasier et, pour les récompenser, on leur projette des images de cours d'eau, d'arbres, de plantes, de fleurs et de prairies, depuis longtemps disparues de l'horizon des humains. Lorsque des émeutes surviennent, les contestataires sont sévèrement réprimés et les cadavres disparaissent sans laisser de traces. Le secret du Soleil Vert est dévoilé à la fin. Il consistait à conditionner les cadavres des vieillards, des émeutiers et des morts récupérés dans les morgues de la cité. Transformée en pastille verte, cette matière recyclée devenait propre à la consommation. Si un avenir nous paraîtrait presque logique pour nous en nous mangeant nous-mêmes, en tout état de cause, ce que nous rapportent les personnes greffées nous invite déjà à avoir notre propre cannibalisme. Je souhaite vous parler de personnes en particulier. Greffé du cœur en 1992, le philosophe Jean-Luc Nancy a rédigé son ouvrage L'intrus en 2000, en réponse à l'invitation de la revue Dédale, dont le thème était consacré à la venue de l'étranger. Dans ce texte bref et percutant, l'auteur écrit depuis une double étrangeté, celle qui s'est introduite en son corps et celle qui s'est révélée au cœur de plus familier. En acceptant en soi l'étranger, il est du coup devenu à lui-même. Mais lorsque cette pensée me traverse, il dit, je comprends aussi que je n'ai plus un intrus en moi, je le suis devenu. C'est un intrus que je fréquente, un monde où ma présence pourrait bien être trop artificielle ou trop peu légitime. Pour continuer à vivre, il lui a fallu chercher dans l'organe étranger une identité qu'il ne peut trouver en lui. Ce mouvement rappelle fortement le soubassement de la relation cannibale grâce à l'absorption du corps de l'étranger. Le cannibalisme n'est donc pas fait seulement de chair et de sang. Il est soumis à des façons de préparer, à des règles de cuisson et à des manières de table. Le cannibalisme exprime une logique sociale et une quête d'identité. Et il est d'abord une façon de penser les relations sociales avant d'être un acte de mendication. Prenons par exemple les Yanomami, peuple amazonien qui ne déploie pas moins de 3 formes de cannibalisme, correspondant aux 3 sommets du triangle culinaire, le cuit, le pourri et le cru. Lorsqu'il s'agit de manger ses propres morts, le repas cannibale est tout entier du côté de la culture et du cuit, plus précisément du côté du bouilli, qui exige une triple intervention culturelle sous la forme de l'eau, du feu et du récipient. Il dit les Yanomami mangent leurs morts, mais ils les incinèrent auparavant dans un foyer qui consume le corps du défunt et tout ce qui lui appartenait, son arc à son cachex. Heureusement, ils n'engloutissent pas les cendres toutes sèches, mais ils les mélangent à des bananes plantains mûres et les avalent en s'efforçant en même temps d'oublier le nom du mort, que personne ne doit plus jamais prononcer. Pour les greffés comme pour les cannibales, l'intrus, étymologiquement introduit de force, provoque un trouble dans l'intimité, comme l'a ressenti Jean-Luc Nancy. Un sentiment largement partagé par d'autres greffés, comme Olga Baudeleau, par exemple, qui a reçu en 2006 le rein de Christian, son époux. Comment perçois-je la présence de cet hôte salvateur à l'intérieur de moi ? Comment je le vis ? Se demande-t-elle dans l'ouvrage qu'elle a écrit à son mari, Une promenade de santé, l'histoire de notre greffe. Se faire greffer un organe sauve pas seulement celui qui l'a reçu, mais l'oblige à se transformer. Voici ce qu'en disent les Baudeleau. Beaucoup de personnes greffées s'interrogent longtemps sur les modifications induites sur leur personnalité, leur goût, leur manière de sentir l'irruption d'un autre dans leur corps. Qui était celle ou celui dont j'hérite du rein ou du poumon ? Confronté à la même question métaphysique, le cannibale peut faire profiter le greffé de son expérience en lui prouvant que l'identité est nécessairement une composition de soi et de l'autre, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'étranger et du familier. Le greffon, comme l'organe cannibale ingéré, représente une métonymie de l'autre. Ils valent pour le tout, pour la personne qui a donné dans le premier cas, pour celle qui a été mangée dans le second. La greffe d'organes, comme le cannibalisme, nous faut prendre conscience que l'unité est une construction ouverte entre réel et imaginaire, et que l'identité symbolique se transforme tout au cours de l'existence. Elle admet des ajouts, elle appelle des modifications. C'est d'ailleurs qui continue de vivre en moi, ce don qui me vient des autres, vivants ou morts, et me permet de survivre trouve son équivalent dans le fantasme d'immortalité qu'on le rencontre au cœur du cannibalisme, où l'ingestion des parties de l'autre constitue à la fois une source de vie pour le vivant et une promesse d'éternité pour le mort dont la matière et l'esprit ne cesseront de circuler.
Le cannibalisme réalise une continuité entre la vie et la mort et entre les générations. Il concrétise, en quelque sorte, la dette payée aux ancêtres et aux étrangers, qui sont souvent une transmutation des premiers. En 2006, une publicité sur le site internet du Centre international d'assistance à la transplantation de la vie de Shenyang, dans le nord-est de la Chine, s'affichait dans ces termes et sans détour. Donneur d'organes disponible immédiatement. Contactez-nous avant de tomber très malade. Un conseil, sachez qu'en décembre et en janvier, c'est la bonne saison. Le nombre d'exécutions capitales est traditionnellement le plus élevé durant les semaines précédant immédiatement le Nouvel An chinois. Cela vous permettra d'attendre le minimum de temps avant de vous faire greffer un organe. Le corps humain, mort ou vivant, est devenu, selon les mots de Jean Ziegler, une marchandise suprême. Les reins, le cœur, les poumons et, bientôt, le foie deviennent marchandises, souligne-t-il. Les organes essentiels de l'homme sont aujourd'hui achetés, vendus, transplantés, stockés, commercialisés. Le corps humain intègre désormais le circuit, vide de sens, des choses produites, consommées, reproduites et consommées. Ce marché englobe non seulement les organes à greffer, mais aussi les mères porteuses, les produits biologiques comme le fœtus, le placenta ou le sang. Il ne s'agit pas, en outre, de n'importe quel corps. Il est question des corps des pauvres mis au service de la santé des plus riches. En raison de sa capacité à abstraire la valeur des choses, et a fortiori des personnes, la loi du marché réglerait le problème en éliminant totalement le don et en le transformant en marchandise. Une telle solution, notamment défendue pour faire face aux difficultés auxquelles sont confrontées les politiques d'encouragement du don d'organes. Toutefois, en dépit de l'énorme pénurie d'organes qui prévaut dans l'ensemble du monde, la plupart des États interdisent leur commercialisation, sans pour autant parvenir à réprimer ou à contrôler les transactions marchandes illégales. Des pays comme le Pakistan, l'Inde, la Moldavie, la Colombie ou le Mexique, par exemple, constituent d'importants réservoirs d'organes pour les ressortissants des pays riches. Un quartier de Manille est ainsi appelé One Kidney Island à cause de la densité des personnes qui y vendent leurs reins, alors qu'un faubourg misérable de Madras en Inde a pris le nom de Runyon City. En Inde encore, Amit Kumar, connu sous le nom de Dr Horror, a mis sur pied des cliniques illégales où il a vendu des centaines de reins à des patients aisés provenant d'Australie, de Grèce, de Grande-Bretagne, de Turquie, d'Arabie Saoudite ou des États-Unis d'Amérique. En Chine, en lien direct avec la publicité d'un instant, on estimait en 2012 à 10 000 le nombre annuel de transplantations d'organes. L'écrasante majorité d'entre eux, de l'aveu même des autorités, provenaient des condamnés à mort. Même si une nouvelle loi de 2007 interdit le commerce d'organes et exige l'obtention de l'accord du donneur, les enquêtes prouvent un fructueux commerce pratiqué par les hôpitaux publics et privés chinois et impliquant des patients provenant du Japon, de Russie, de Corée du Sud, d'Israël. À l'époque où le sang haïtien était prélevé à une large échelle par les compagnies nord-américaines telles que l'Hero-Caribbean CA, et avant que ce même sang ne soit ensuite tenu pour responsable du virus du sida, les responsables de ce juteux négoce estimaient que si les Haïtiens ne vendent pas leur sang, que voulez-vous qu'ils en fassent ? Un point de vue que confirme une patiente israélienne ayant bénéficié d'une greffe en Chine. Ils sont déjà condamnés à mort. Que leur organe soit utilisé après leur décès pour sauver quelqu'un, ça ne change rien pour eux. Un autre patient du même pays ajoute « L'idée que mon rein provient peut-être d'un condamné à mort ne me pose aucun problème moral. Les gens qui sont condamnés à mort en Chine le sont pour une raison, ce sont des criminels. En un sens, si des corps humains sont pillés, vendus et troqués, que penser de ce cannibalisme marchand ? L'expression philosophique de l'accueil d'un corps étranger, que ce soit en pleine Amazonie ou en plein Paris, démontre une création culturelle. La marchandisation ne permet en aucun cas une création de sens pour le donneur et même pour le receveur. Ce n'est qu'argent et profit sur l'idée que certaines vies valent plus que d'autres. Au-delà donc du simple premier dégoût que nous aurions pu avoir lors d'une pensée cannibale, il faut comprendre la qualité culturelle de la pratique. La barbarie n'existe que chez les supposés plus cultivés, ceux qui souhaitent se rendre plus supérieurs. C'est d'ailleurs par ce souhait qu'ils ne s'investissent pas de comprendre les autres cultures et s'arrêtent de but en blanc sur leurs préjugés et préconceptions. Dans son livre, Manderkiliani nous invite à conclure de la manière suivante, nous invitant, à l'issue de ce parcours cannibale, à comprendre que ce monstre n'est peut-être pas celui auquel on pense, l'étrange étranger, friand de chair humaine, mais bien la société contemporaine. C'est celui-ci, dans nos vies ordinaires, qui aurait ce don d'ubiquité. Il est partout, mais caché, non nommé, non déclaré. Quant à la victime, elle ne sait pas la plupart du temps qu'elle est dévorée.
Elle est même, sans nécessairement le souhaiter, complice de l'état d'autophagie généralisée. À la différence du cannibalisme exotique, les dévorations contemporaines brouillent les règles traditionnelles du jeu, en détruisant la convivialité et le partage de sens entre les actrices et acteurs, en se débarrassant de la dialectique du même et de l'autre, en excluant toute extériorité en soi. On s'alimente de l'autre en l'exploitant, pauvreté, chômage, précarité, en le produisant, migrant, déviant, réprouvé, déporté, en le détruisant, sociocide, féminicide, ethnocide, génocide, en le réifiant, consommation de masse, société du spectacle, muséification et zoofication, en le surveillant, société de transparence, de contrôle et de punition, en le dominant symboliquement, phagocyter les autres pensées pour assurer l'hégémonie d'une seule. La logique de la dévoration généralisée réside dans le triomphe de la raison utilitaire sur la raison culturelle, de la valeur marchande sur l'échange social, du signe sur le symbole.